Par une nuit de janvier 1837, Catherine Brennan était assise sur une chaise dans le coin d'une pièce verrouillée de la plantation Sweetwater, une plume tremblante à la main et une page vierge de registre devant elle. Son mari se tenait en face d'elle, ses yeux gris froids comme l'acier en hiver, et lui donnait des instructions précises sur ce qu'elle devait observer et consigner. La femme amenée dans cette pièce s'appelait Ruth. Elle avait 23 ans, était terrorisée et n'avait aucun choix face à ce qui allait se produire. Catherine n'en avait pas davantage. Ce qui commença cette nuit-là se poursuivrait pendant des années, transformant une plantation de Géorgie en quelque chose de bien plus sombre encore que les horreurs habituelles de l'esclavage. Cela impliquerait un médecin de Charleston, aux théories tordues sur l'élevage humain, un réseau d'hommes riches échangeant des enfants comme du bétail, et un secret qui finirait par consumer tous ceux qu'il touchait. Ce que Catherine vit cette nuit-là n'était que le début de quelque chose de bien plus calculé et terrifiant qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Milledgeville servit de capitale à la Géorgie de 1804 à 1868. C'était une ville de routes d'argile rouge et de bâtiments aux colonnes blanches, où politiciens et propriétaires de plantations se mêlaient dans des salons épais de fumée de cigares et de complots. À une trentaine de kilomètres au nord-est, là où la rivière Oconee serpentait à travers les forêts de pins et les terres basses, la plantation Sweetwater s'étendait sur 2000 acres de champs de coton. La maison principale, construite dans le style fédéral avec sa façade symétrique et ses hautes fenêtres, se dressait sur une légère élévation, permettant à Nathaniel Brennan de surveiller tout son domaine depuis la galerie du second étage. Nathaniel avait hérité de Sweetwater de son père en 1832, à l'âge de 28 ans, avec 37 personnes réduites en esclavage et une réputation d'efficacité froide. Il mesurait un peu moins d'1,80 m, était mince et anguleux, avec des yeux gris pâles, dont on disait qu'il vous traversait plutôt qu'il ne vous regardait. Ses mains étaient toujours propres, les ongles soigneusement coupés, un contraste frappant avec les doigts sales et crevassés d'autres planteurs qui travaillaient encore au champ, aux côtés de leurs esclaves durant ces premières années. Nathaniel ne touchait jamais une charrue. Il étudiait des registres, lisait des revues agricoles de Charleston et de Savannah, et correspondait avec des hommes qui parlaient d'agriculture scientifique et de gestion rationnelle des ressources, végétales comme humaines. Catherine Haywood devint Catherine Brennan en mai 1834. Elle avait 19 ans, lui 30, et leur mariage unissait deux familles importantes du centre de la Géorgie. Son père possédait une entreprise commerciale prospère à Milledgeville, fournissant tissus, outils agricoles et marchandises diverses aux plantations environnantes. Catherine avait été éduquée dans une école de jeunes filles à Augusta, chose rare pour l'époque, et savait lire le latin, jouer du pianoforte et gérer les comptes domestiques avec précision. Elle avait des cheveux auburn qu'elle portait selon la mode sévère de l'époque, tirés en arrière d'un visage que les portraits montrent davantage élégant que réellement beau, avec une mâchoire marquée et des yeux sombres et intelligents. Leur première année se déroula de façon relativement agréable selon les standards de la société des planteurs. Catherine gérait les domestiques de la maison, organisait des dîners pour les relations politiques de Nathaniel et apprenait les rythmes de la vie de plantation. La maison sentait la cire d'abeille et la lavande en été, le bois et la cannelle en hiver. Elle entretenait un jardin d'herbes médicinales, comme la plupart des maîtresses de plantation, apprenant quelles plantes calmaient la fièvre et lesquelles soulageaient les douleurs de l'accouchement pour les femmes esclaves privées de véritables soins médicaux. Mais à l'approche de leur 2e anniversaire de mariage, l'absence d'enfants devint une source de tension. Dans une société qui mesurait la valeur d'une femme à sa capacité à produire des héritiers, l'incapacité de Catherine à concevoir faisait l'objet de murmures lors des réunions à l'église et d'étés mondains. Nathaniel ne disait rien directement, mais Catherine remarquait la façon dont sa mâchoire se crispait lorsque des amis évoquaient leur famille grandissante, ou lorsqu'on demandait quand on entendrait enfin le bruit de petits pas à Sweetwater. En septembre 1836, Nathaniel fit venir un médecin d'Augusta pour examiner Catherine. L'homme passa 3 jours à la plantation à mener des examens que Catherine décrirait plus tard dans son journal comme humiliants au-delà de toute mesure. Sa conclusion, livrée à Nathaniel dans le bureau tandis que Catherine attendait au salon, fut définitive. Un défaut de son utérus rendait toute conception impossible. Le médecin utilisa des termes techniques que Catherine ne comprenait pas, mais le message était clair. Elle ne porterait jamais d'enfant. La réaction de Nathaniel ne fut pas la colère, comme elle s'y attendait.
Il devint au contraire étrangement calme. Il remercia le médecin, le paya généreusement et le renvoya à Augusta. Ce soir-là, au dîner, il dit à Catherine qu'il avait beaucoup lu. Il correspondait avec des hommes de Charleston qui étudiaient ce qu'ils appelaient la philosophie naturelle, la science de l'hérédité et de la reproduction. Si Catherine ne pouvait lui donner un héritier par des moyens naturels, il en poursuivrait d'autres. Des méthodes parfaitement légales selon la loi de Géorgie et largement pratiquées, bien que rarement évoquées ouvertement, dans tout le Sud. Catherine comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. La pratique était en effet courante, même si elle était rarement reconnue publiquement. Des planteurs cherchant à accroître leur main-d'œuvre sans acheter de nouveaux esclaves engendrèrent des enfants avec des femmes réduites en esclavage. Ces enfants, héritant du statut de leur mère, quelle que soit la race du père, devenaient eux-mêmes des biens. Mais ce que Nathaniel proposait allait bien au-delà de cette exploitation habituelle. Il voulait qu'elle soit impliquée. Il voulait qu'elle soit présente. Il voulait qu'elle documente tout. La première femme qu'il choisit s'appelait Ruth, âgée de 23 ans, grande et robuste après des années de travail au champ. Par une froide nuit de janvier 1837, Nathaniel fit amener Ruth dans une pièce située à l'est de la maison principale, autrefois utilisée pour entreposer le linge, mais qu'il avait aménagée à cette fin. Il ordonna à Catherine d'être présente, d'observer, de noter les caractéristiques physiques de Ruth, sa santé, son comportement. L'entrée du journal de Catherine pour cette nuit-là était brève. L'écriture tremblante, « Que Dieu me pardonne, j'ai fait ce qu'il m'a ordonné. Je me suis assise dans le coin avec plume et papier, tandis que mon mari détruisait ce qui restait de ma dignité et de l'humanité de Ruth. Elle n'a pas crié. Je crois que c'est cela qui était le pire. Le silence. Mais le plan de Nathaniel était encore plus élaboré que Catherine ne l'avait d'abord compris. Au fil des semaines, elle découvrit qu'il avait lu abondamment sur les théories de sélection artificielle discutées dans les revues agricoles et les sociétés médicales. Ces théories, que l'on reconnaîtrait plus tard comme le racisme pseudo-scientifique soutenant les pires atrocités de l'esclavage, suggéraient que les êtres humains pouvaient être améliorés par une sélection rigoureuse des couples reproducteurs, comme on le ferait pour des chevaux ou du bétail. Nathaniel avait décidé de mener une expérience. Le printemps 1837 apporta une chaleur inhabituelle dans le comté de Baldwin. Les cornouillers fleurirent en avance, remplissant les bois autour de Sweetwater de fleurs blanches qui tombaient comme de la neige à la moindre brise. Catherine marchait parmi elles un matin de fin mars, écrasant les pétales sous ses bottes, tentant de trouver un fragment de paix dans le monde naturel, car il n'y en avait aucun à l'intérieur des murs de sa maison. Ruth était enceinte. Catherine l'avait confirmé elle-même, reconnaissant les signes qu'elle avait autrefois espéré voir sur son propre corps. Nathaniel accueillit la nouvelle avec satisfaction, inscrivant une note dans le livre relié de cuir qu'il avait commencé à tenir, un registre séparé des comptes habituels de la plantation. Catherine l'aperçut une fois lorsqu'il l'avait laissé sur son bureau. Les pages étaient divisées en colonnes portant des intitulés qui lui retournèrent l'estomac. Caractéristiques physiques, intelligence estimée, valeur projetée, disposition, potentiel reproductif. Mais Ruth n'était que la première. En avril, Nathaniel choisit une autre femme, Grace, âgée de 19 ans. Puis en mai, une femme nommée Dina, qui travaillait à la cuisine. Catherine devait être présente à chaque fois pour observer et consigner. Elle développa un mécanisme de dissociation, une façon de séparer son esprit de ce que ses yeux voyaient. Elle se concentrait sur des détails insignifiants, une fissure dans le mur de plâtre, le chant des insectes nocturnes derrière la fenêtre, l'odeur de l'huile de lampe presque consumée, tout sauf l'horreur qui se déroulait. Les autres personnes réduites en esclavage à Sweetwater savaient bien sûr ce qui se passait. Comment auraient-elles pu l'ignorer? Les femmes sélectionnées accomplissaient leur travail quotidien avec des yeux vides. Les hommes, maris, frères ou amis, ne pouvaient rien faire, leur rage étouffée par la menace permanente de la violence ou de la vente. L'atmosphère de la plantation changea. Là où il y avait auparavant les rythmes habituels du travail forcé et de la coopération contrainte, s'installa quelque chose de plus sombre, une tension qui bourdonnait sous chaque interaction. Puis en juillet, arriva un visiteur qui transformerait l'obsession privée de Nathaniel en quelque chose de bien plus systématique et sinistre. Le docteur Cornelius Harrow arriva à Sweetwater un jeudi après-midi, sa calèche remontant l'allée bordée de chênes dans un nuage de poussière rouge.
Il était affilié à la Société médicale de Caroline du Sud à Charleston, bien que Catherine apprit plus tard que ses qualifications étaient au mieux douteuses. Haraway avait une cinquantaine d'années, corpulent, avec des favoris épais et des mains douces qui n'avaient probablement jamais aidé à un accouchement difficile, ni remis un os en place. Sa spécialité, expliqua-t-il au dîner ce premier soir, était ce qu'il appelait la médecine anthropologique, l'étude des caractéristiques raciales et de leur transmission par les lignées sanguines. Nathaniel correspondait avec Harrow depuis des mois, depuis qu'il avait lu l'un de ses articles dans une revue médicale de Charleston, intitulé « Observations sur la transmission héréditaire des caractéristiques physiques et mentales chez la race nègre », l'article proposait que grâce à une documentation et une sélection rigoureuse, les planteurs puissent cultiver des populations esclaves plus précieuses. C'était une pseudoscience de la pire espèce, mais elle était prise au sérieux dans certains cercles, publiée dans des revues respectables et discutée dans les salons d'hommes éduqués convaincus de faire progresser la connaissance humaine. Haraway resta 3 semaines à Sweetwater cet été-là. Il examina chaque personne réduite en esclavage sur la plantation, mesurant les crânes à l'aide de compas en laiton, notant la texture des cheveux, la forme des nez, la couleur des yeux. Il mena des entretiens, bien que ce terme confère au processus une dignité qu'il ne méritait pas. Il posa des questions destinées à évaluer l'intelligence et le tempérament, puis consigna ses conclusions dans de longs paragraphes remplis de terminologie à l'apparence scientifique. Catherine était contrainte de l'assister, de tenir ses instruments, de consigner ses mesures dans un registre séparé qu'il avait apporté. Elle l'observait travailler avec une horreur grandissante. Il portait un intérêt particulier aux enfants déjà nés à Sweetwater, les mesurant avec la même précision glaciale, formulant des prédictions sur leur valeur et leur utilité future. Il en parlait comme d'une récolte à cultiver, de variables dans une expérience à optimiser. Le soir, Harrow et Nathaniel s'asseyaient dans le bureau, porte close, voix basse. Catherine apprit à écouter derrière la porte, bien que ce qu'elle entendait lui fit regretter son ignorance. Il préparait quelque chose de plus vaste que le projet initial de Nathaniel. Harrow connaissait d'autres planteurs, disait-il. Des hommes de vision qui comprenaient que l'avenir de la prospérité du Sud reposait sur la gestion scientifique de leurs propriétés humaines. Un réseau pouvait être mis en place, les informations partagées, les enfants possédant des caractéristiques désirables échangées ou vendues afin de poursuivre certaines lignées reproductives. Ce fut Ruth qui parla la première à Catherine de l'autre chose qui se produisait, de celle qui se révélerait encore plus troublante que le programme de reproduction lui-même. Ruth vint trouver Catherine un matin de la fin août, alors que Nathaniel et Harrow étaient partis à Milledgeville pour la journée. Ruth était enceinte de 4 mois, son état commençant à se voir sous sa robe de travail ample. Elle se tenait sur le seuil du salon du matin de Catherine, se tordant les mains, manifestement terrifiée, mais poussée par quelque chose de plus fort que la peur. « Madame, » dit Ruth, d'une voix à peine audible, « j'ai besoin de vous dire quelque chose à propos des bébés, ceux qui sont nés ici avant votre arrivée. » Le souffle de Catherine se coupa. Elle avait supposé, sans jamais poser la question directement, qu'il y avait eu d'autres enfants engendrés par Nathaniel ou par son père les années précédentes. C'était trop courant pour qu'on y prête attention, mais la manière dont Ruth le disait, la peur dans ses yeux, suggérait autre chose. « Dites-moi, » répondit Catherine. « Le maître Brennan, il choisissait certains bébés, » continua Ruth, « ceux avec la peau plus claire, ou des yeux différents, ou d'autres choses que le docteur Harrow cherchait. Après qu'ils soient nés, après que leur mère ait récupéré, des hommes venèrent la nuit avec des chariots. Ils emmenèrent les bébés. Ils disaient aux mères qu'ils étaient revendus, mais ils ne disaient jamais où. Et madame, on a demandé à des gens des plantations voisines quand on a eu le droit de visiter. Personne n'a jamais vu ces bébés. Ils disparaissent. » La pièce sembla basculer. Catherine agrippa la coudoir de son fauteuil. « Combien ?» parvint-elle à demander. « Je sais pas exactement. Peut-être 20, 25 au fil des années. Ça a commencé avant que l'ancien maître Brennan meure, mais ça s'est aggravé depuis que le docteur Harrow vient ici. » Catherine congédia Ruth d'un geste tremblant et resta seule dans son salon, tandis que la lumière du soleil avançait lentement sur le sol. Elle pensa au registre que Nathaniel tenait, celui avec les colonnes indiquant la valeur projetée. Elle pensa au réseau de planteurs de Harrow, à ses discours sur l'optimisation des lignées, et elle comprit avec une clarté soudaine et écœurante que ce qui se passait à Sweetwater
ne concernait pas seulement la production de davantage de travailleurs esclaves à des fins de profit. C'était autre chose. Quelque chose qui traitait les enfants humains comme des sujets d'expérimentation, comme des marchandises à distribuer selon un grand dessein n'existant que dans la logique pervertie d'hommes persuadés que la science sanctifiait leurs atrocités. Ce soir-là, lorsque Nathaniel revint de Milledgeville, Catherine l'affronta. Ce fut la seule fois de leur mariage où elle le défia directement. Elle l'interrogea sur les enfants, sur leur destination, sur ce que lui et Harrove faisaient réellement. Nathaniel la regarda longuement, ses yeux gris froids à la lumière de la lampe. Puis il la frappa du revers de la main avec assez de force pour lui fendre la lèvre. Elle tomba contre le canapé, goûtant le sang, l'entendant dire de cette voix calme et raisonnable qui était la sienne. « Tu ne me remettras plus jamais en question, Catherine. Tu fais partie de cela maintenant. Tes observations, tes registres, ils sont essentiels à ce travail. Tu es complice. Si tu parles de cela à qui que ce soit, si tu essaies d'interférer, je te ferai interner à l'asile d'aliénés de Géorgie à Milledgeville. J'ai déjà parlé à un juge qui est un ami. Un mot de moi, et tu passeras le reste de ta vie enchaînée, traitée comme la folle que tu menaces de devenir. » Catherine essuya le sang sur sa bouche et ne dit rien. Mais quelque chose changea en elle cette nuit-là. Un dernier fil de soumission se rompit. Si elle était complice, si elle ne pouvait ni s'enfuir ni dénoncer cela sans se détruire elle-même, alors elle trouverait une autre voie. Elle deviendrait autre chose qu'une victime. Elle deviendrait un instrument de justice, lent, méthodique et mortel. La fin de l'été 1837 apporta des tempêtes qui martelèrent le piémont géorgien de pluie et d'éclairs. Les récoltes de coton pourrirent dans les champs à travers tout le comté de Baldwin. Les planteurs se réunirent au tribunal de Milledgeville, leur voix tendue d'inquiétude concernant les marchés, les rendements et la main-d'œuvre nécessaire pour sauver ce qui pouvait l'être. Nathaniel assista à ces réunions, jouant le rôle du voisin préoccupé, tandis qu'en privé son attention restait fixée sur son expérience que le mauvais temps n'interrompait pas. Grace accoucha en septembre d'un garçon à la peau inhabituellement claire et aux yeux qui prendraient plus tard une teinte vert-gris. Harrove était présent lors de l'accouchement, examinant le nourrisson avec la même précision glaciale qu'il appliquait à tout, notant ses observations dans son journal. Nathaniel était ravi. Cet enfant, dit-il à Catherine, présentait exactement les caractéristiques qu'il cherchait à cultiver. Une semaine plus tard, des hommes vinrent la nuit, comme Ruth l'avait décrit. Catherine observa depuis une fenêtre à l'étage, tandis qu'il chargeait un paquet dans un chariot bâché et s'éloignait par la route du sud. Grace eut 2 jours pour se remettre, puis fut renvoyée au champ. Elle se mouvait comme quelque chose de brisé, sa poitrine gonflée de lait étroitement bandée sous sa robe, les yeux fixés sur le vide. Catherine avait alors commencé sa propre documentation. Tandis que Nathaniel et Harrove tenaient leurs registres officiels, elle entama un journal secret, allant bien au-delà de la simple observation. Elle y consignait les noms des femmes, ceux de leurs enfants, les dates approximatives de naissance. Elle notait quels enfants disparaissaient et tentait de dégager des schémas. Elle recommença aussi à étudier les herbes médicinales de son jardin avec un objectif nouveau, relisant les livres que sa mère lui avait donnés sur les remèdes naturels et leurs propriétés. Elle s'intéressa tout particulièrement aux plantes, aux effets cumulatifs, à des substances capables de provoquer une maladie progressive, impossible à distinguer de maux naturels. La digitale, par exemple, qui poussait à l'état sauvage dans les bois autour de Sweetwater. À petite dose, elle pouvait renforcer un cœur affaibli. À des doses légèrement plus élevées, administrées régulièrement, elle provoquait faiblesse, confusion et nausée. Empoisonner quelqu'un lentement sans être détecté exigeait patience et précision. Catherine possédait l'une et l'autre. En octobre, Ruth donna naissance à une fille. L'enfant avait la peau plus sombre, des traits plus ordinaires. Nathaniel sembla déçu. Harrove examina le bébé et prit ses notes, son ton laissant entendre que cet enfant était moins utile à leur dessein. Aucun homme ne vint pour elle. Elle resta avec Ruth et reçut le nom de Martha. Catherine ressentit un soulagement obscène à l'idée que ce bébé resterait au moins avec sa mère, même si rester signifiait une vie d'esclavage à Sweetwater. L'accouchement de Dinah eut lieu en novembre et se déroula mal. Le bébé, un garçon, naquit mort. Dinah fit une hémorragie et, malgré les efforts de Catherine pour l'aider, mourut 3 jours plus tard. Catherine nettoya elle-même le sang dans les quartiers de Dinah, les mains tremblantes en frottant. Elle avait sincèrement essayé de la sauver.
avait utilisé toutes les compétences qu'elle possédait, mais cela n'avait pas suffi. La culpabilité était écrasante. Elle avait regardé Dina être violée, l'avait consignée dans le registre de Nathaniel, et maintenant la femme était morte. Catherine vomit dans un seau de la buanderie, puis reparut le visage soigneusement composé, car montrer de la faiblesse n'était pas permis à Sweetwater. Nathaniel sembla plus contrarié par la perte qu'endeuillé. Il avait investi du temps et des ressources dans la grossesse de Dina, et le résultat était nul. Il inscrivit une note dans son registre concernant les complications à éviter lors des futures sélections. Harov suggéra d'examiner le corps de Dina pour déterminer la cause de l'échec, mais Nathaniel refusa. La communauté asservie devait voir au moins une apparence de respect pour ses morts, dit-il, sans quoi il y aurait des problèmes de morale et d'efficacité. Ils enterrèrent Dina dans le petit cimetière derrière les baraquements, un terrain marqué de croix de bois et de pierres grossières. Catherine assista à l'enterrement, se tenant à l'écart des personnes asservies qui chantaient des cantiques à voix basse. Elle observa Ruth tenant la petite Martha, la façon dont les femmes posaient la main sur l'épaule de Grace en signe de solidarité silencieuse, les hommes debout, les poings serrés, les visages soigneusement neutres. Elle sentit leur haine dirigée contre elle autant que contre Nathaniel, et elle ne les blâma pas. Elle était complice. Elle n'avait rien fait pour arrêter tout cela, mais elle se préparait. Chaque semaine, elle récoltait de petites quantités de feuilles de digital, les faisait sécher avec soin, les réduisait en poudre. Elle en ajoutait des quantités infimes au whisky du soir de Nathaniel. Pas assez pour le rendre visiblement malade, juste assez pour qu'il se sente mal, pour l'affaiblir lentement. Elle se disait que c'était la justice. Elle se disait qu'elle faisait ce qui devait être fait. La vérité était plus complexe. Elle devenait quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas, animée par la rage, la culpabilité et un besoin désespéré de frapper l'homme qui l'avait transformée en témoin d'atrocités. L'hiver arriva tôt cette année-là. En décembre, le gel tua les dernières plantes du jardin. Catherine récolta les dernières graines de digital, les conservant soigneusement pour l'année suivante. Elle avait appris la patience. La vengeance, comprenait-elle désormais, n'était pas un acte soudain, mais une longue campagne. Elle pouvait attendre. Elle n'avait que le temps et la haine pour la soutenir. Harov revint à Sweetwater pour la période de Noël, apportant avec lui des documents qu'il étudia avec Nathaniel dans le bureau verrouillé. Catherine ne savait pas ce que contenaient ces papiers, mais elle savait qu'ils concernaient le réseau évoqué par Harov, des liens avec d'autres plantations, d'autres hommes, menant des expériences similaires. Elle imagina une toile s'étendant à travers tout le Sud, des enfants déplacés comme des pièces d'échecs, tous au service d'une grande théorie sur la pureté raciale et le progrès scientifique, qui n'était en réalité que de la cruauté déguisée en langage académique. La veille de Noël, les personnes réduites en esclavage reçurent un jour de congé, comme le voulait la coutume. Elles se rassemblèrent dans les quartiers pour leur propre célébration, aussi limitée qu'elle put l'être dans de telles circonstances. Catherine les observa depuis la maison, tandis qu'ils chantaient et tentèrent de trouver des instants de joie malgré tout. Ruth serrait Martha contre elle, se balançant au rythme de la musique. Grace se tenait seule à la lisière du groupe, le regard fixé dans le vide. Catherine se détourna de la fenêtre et se servit un verre de vin, les mains désormais parfaitement stables. Elle avait dépassé l'horreur pour entrer dans quelque chose de plus froid, de plus résolu. La nouvelle année 1838 arriva avec une pluie verglaçante qui transforma les routes en bourbiers et força tout le monde à rester confiné. Nathaniel et Harov passaient de longues heures à planifier l'expansion de leur projet. Catherine, elle, consacrait son temps à tout documenter, à bâtir son dossier secret et à ajouter de minuscules quantités de poison aux boissons de son mari. La digitale agissait, mais lentement. Nathaniel avait commencé à se plaindre de fatigue, de nausées occasionnelles, d'un malaise général qu'il attribuait au temps hivernal. Aucun médecin ne fut appelé. Pourquoi aurait-il consulté pour quelque chose d'aussi insignifiant? Catherine lui souriait à la table du petit déjeuner et lui demandait s'il voulait encore du café. Il acceptait. Elle le lui versait avec soin, les mains parfaitement assurées, et le regardait boire. Que pensez-vous que Catherine devrait faire? Pourriez-vous conserver le même sang-froid dans sa situation? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si cette histoire vous captive, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui apprécie les récits historiques sombres. Continuons à découvrir ce qui s'est passé à la plantation Sweetwater. Mars 1838 apporta un faux printemps au centre de la Géorgie.
des journées chaudes qui firent éclore prématurément les bourgeons des arbres fruitiers, avant que des gelées tardives ne les détruisent. La santé de Nathaniel continua de décliner progressivement. Il se déplaçait plus lentement, se plaignait de faiblesse dans les membres, de difficultés de concentration. Catherine lui suggéra de consulter un médecin à Milledgeville, mais il refusa, affirmant qu'il ne s'agissait que des effets persistants de l'hiver. Son orgueil ne lui permettait pas d'admettre sa vulnérabilité. Harrove le remarqua lors de sa visite d'avril. Le médecin examina Nathaniel dans le bureau, Catherine n'étant pour une fois pas présente, et ressortit l'air préoccupé. Il recommanda une réduction de l'activité physique, une meilleure alimentation, peut-être un tonique. Il rédigea une ordonnance pour un composé à se procurer chez un apothicaire en ville. Catherine récupéra la prescription et la fit préparer, mais elle commença également à réduire les doses de digital. Elle ne voulait pas que Nathaniel meure encore. Elle le voulait faible, dépendant, incapable de poursuivre son programme de reproduction avec la même vigueur. Elle voulait qu'il souffre comme elle avait souffert, qu'il perde le contrôle de son propre corps, comme il avait pris le contrôle de celui des autres. Mais ses plans furent compliqués par un nouveau développement. 2 femmes étaient de nouveau enceintes. Ruth, pour la seconde fois, et une femme nommée Pearl, qui travaillait dans la maison principale comme femme de chambre. Pearl avait 26 ans. Elle avait été instruite par ses anciens propriétaires qui lui avaient appris à lire avant que des difficultés financières ne les forcent à la vendre vers le sud. Elle était intelligente, observatrice, et Catherine avait remarqué la manière dont Pearl observait tout, emmagasinant les informations comme si elle aussi tenait des registres. Catherine commença à ressentir une étrange proximité avec Pearl, bien qu'elle ne puisse jamais la reconnaître ouvertement. Toutes deux étaient prisonnières du cauchemar de Sweetwater. Toutes deux le documentaient à leur manière. Toutes deux attendaient que quelque chose change. Lorsqu'elles se croisaient dans les couloirs, le regard de Pearl croisait celui de Catherine l'espace d'un instant. Une communication sans mots. Elles se comprenaient. Ce fut Pearl qui parla finalement à Catherine de Samuel. Un matin de la fin avril, alors que Nathaniel et Harrove étaient partis à Milledgeville pour une réunion avec d'autres planteurs, Catherine trouva Pearl seule dans la buanderie, lavant du linge, dans une eau devenue grise de savon. Catherine envoya les autres travailleuses faire de fausses commissions, attendant d'être seule avec Pearl avant de parler. « Je sais que vous observez, » dit Catherine à voix basse. « Je sais que vous voyez tout ce qui se passe ici, tout comme moi, et je sais que vous comprenez ce que fait mon mari. » Les mains de Pearl s'immobilisèrent dans l'eau savonneuse. Elle leva vers Catherine ses yeux intelligents, évaluant, calculant les risques. Après un long moment, elle répondit avec précaution. « Qu'est-ce que vous voulez savoir, madame? Tout ce que vous pensez devoir savoir? Tout ce qui pourrait vous aider à arrêter cela ?» Pearl jeta un coup d'œil vers la porte pour s'assurer qu'elles étaient réellement seules, puis parla d'une voix basse, ces mots précis malgré le danger. « Il y a quelque chose que le maître Brennan vous a caché. Un garçon. Il s'appelle Samuel. Il est né il y a 8 ans, avant votre arrivée à Sweetwater. Sa mère était une femme nommée Judith, qui travaillait dans la maison. Le maître Brennan a gardé Samuel parce qu'il était le premier à naître presque blanc, avec des yeux gris et des cheveux clairs comme les siens. Judith a été vendue en Alabama lorsque Samuel a été sevré, et le garçon vit depuis dans une cabane à l'écart des autres. Catherine sentit la glace se répandre dans sa poitrine. Pourquoi n'ai-je jamais vu cet enfant? Le maître Brennan le garde à part. Il enseigne à Samuel des choses, lire, écrire, l'arithmétique, l'histoire, des choses qu'il ne nous permet pas d'apprendre. J'ai entendu le maître et le docteur Harrove parler de lui. Ils disent que Samuel est la preuve que leur théorie de reproduction fonctionne. La voix de Pearl s'abaissa encore davantage. Ils prévoient de l'utiliser. Quand il sera plus âgé, quand il atteindra l'âge adulte, ils veulent qu'il engendre des enfants à son tour. Ils veulent créer toute une lignée de personnes qui ont l'apparence de blancs, mais qui restent des biens selon la loi. Des gens qu'ils pourront vendre à prix d'or à des acheteurs cherchant des serviteurs capables de se fondre dans la société blanche. L'horreur frappa Catherine comme un coup physique. Nathaniel avait engendré un fils et façonnait cet enfant pour perpétuer le cycle de l'exploitation, pour devenir un nouvel instrument de la même violence qu'il avait fait naître. Un héritage de traumatisme conçu pour se reproduire sur des générations. « Où est gardé ce garçon ?» demanda Catherine. « Dans une cabane à l'est de la propriété, au-delà de l'étable. Le maître Brennan lui rend visite presque tous les après-midi pour les leçons. Mais madame, vous devez savoir que Samuel est intelligent, très intelligent. Il comprend ce qu'il est, ce que le maître Brennan projette pour lui. J'ai vu le regard dans ses yeux.
Il est en colère, et il attend quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il n'est pas l'outil docile que le maître Brennan croit avoir créé. Catherine quitta la buanderie, les paroles de Pearl résonnant dans son esprit. Samuel, un fils que Nathaniel avait gardé, formé, façonné dans un dessein plus sombre encore. Elle devait voir cet enfant pour comprendre ce que 8 années sous l'instruction de Nathaniel avaient reproduit. Ce soir-là, au dîner, Catherine prit un risque calculé. Elle mentionna avec désinvolture avoir entendu dire qu'un enfant recevait une éducation à Sweetwater. Quelle chose inhabituelle, remarqua-t-elle. La fourchette de Nathaniel s'arrêta à mi-chemin de sa bouche, ses yeux gris se fixant sur elle avec une acuité soudaine. « Où as-tu entendu cela » demanda-t-il. Sa voix était maîtrisée, mais elle en perçut l'avertissement sous-jacent. « Les domestiques parlent » répondit Catherine avec une indifférence étudiée. « Je fais attention à ce qui se passe dans ma maison. » Nathaniel posa sa fourchette avec un soin délibéré. « Samuel fait partie du projet. Une expérience sur le potentiel. Il démontre ce que la sélection rigoureuse et une éducation appropriée peuvent produire. J'aimerais le rencontrer ? Non. » Catherine soutint son regard sans ciller. « J'ai été présente pour chaque autre aspect de ce travail. J'ai documenté des naissances, consigné des caractéristiques, été témoin de choses qui me hanteront jusqu'à ma mort. Pourquoi ne devrais-je pas rencontrer cet enfant qui semble si essentiel à votre vision ?» Le silence s'étira entre eux comme une chose tangible. Elle le vit calculer, évaluer si sa demande représentait une réelle menace. Sa maladie l'avait rendu plus prudent, moins sûr de son contrôle. Finalement, il hocha une fois la tête. « Demain après-midi, mais tu observeras seulement. Tu ne lui parleras pas sans ma permission, et tu n'interféreras certainement pas dans son éducation. » Le lendemain s'étira dans une attente frôlant l'effroi. Catherine accomplit ses tâches matinales mécaniquement, l'esprit fixé sur la rencontre à venir. Lorsque Nathaniel vint enfin la chercher après le repas de midi, elle le suivit à travers la cour jusqu'à une cabane isolée des quartiers des esclaves. Elle était mieux construite que les autres, avec des fenêtres vitrées au lieu de volets et un petit perron muni de véritables marches. À l'intérieur, l'espace était sobre, mais propre. Un lit étroit dans un coin, une table avec 2 chaises, des étagères contenant des livres que Catherine reconnut comme provenant de la bibliothèque personnelle de Nathaniel. Et près de la fenêtre, à un petit bureau, un garçon travaillait sur des problèmes d'arithmétique à l'aide d'une ardoise, son écriture nette et précise. Samuel leva les yeux lorsqu'ils entrèrent. Le souffle de Catherine se coupa. La ressemblance avec Nathaniel était indéniable. Le visage anguleux, la mâchoire marquée, ses yeux gris pâles. Mais sa peau était plus claire qu'elle ne l'avait imaginé, suffisamment pour que, vêtu autrement et dans un autre contexte, il puisse passer sans être remis en question dans la société blanche. Ses cheveux bruns aux reflets dorés retombaient sur son front, tandis qu'il les observait. « Samuel, voici Madame Brennan, » dit Nathaniel. Sa voix portait une nuance que Catherine ne lui avait jamais entendue auparavant, quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. Le garçon se leva avec aisance et exécuta une révérence formelle, témoignage d'une instruction minutieuse. « Bonjour, Madame Brennan » Sa diction était parfaite, dépourvue de l'accent qui marquait la parole de la plupart des personnes réduites en esclavage. Quelqu'un avait travaillé dur pour effacer toute trace de cela. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Samuel », parvint à dire Catherine. Elle voulait en dire davantage, voulait lui poser des questions, voulait comprendre ce que cet enfant pensait et ressentait derrière cette expression soigneusement neutre. Mais Nathaniel l'observait attentivement. Pendant la demi-heure suivante, Nathaniel présenta les capacités de Samuel comme un homme exhibant un cheval de prix. Le garçon lut des passages de livres bien au-delà de ce que la plupart des enfants de 8 ans pouvaient comprendre. Il résolut des problèmes mathématiques avec aisance. Il répondit à des questions d'histoire et de géographie avec une précision qui trahissait des heures d'études. Et tout au long de cette démonstration, son visage demeura un masque, ne révélant rien. Lorsqu'ils repartirent enfin en direction de la maison principale, Nathaniel parla avec une satisfaction à peine contenue. « Vous voyez, il est la preuve que les théories sont solides. Avec une reproduction appropriée et une éducation adéquate, des résultats exceptionnels sont possibles. Dans 10 ans, lorsqu'il atteindra la maturité, il sera prêt pour la phase suivante. » « Quelle phase suivante ?» demanda Catherine, bien qu'une certitude glaciale se forme déjà dans son ventre. « Il engendrera des enfants à son tour, bien sûr. Je corresponds déjà avec Callaway au sujet de partenaires potentiels. Il existe plusieurs plantations avec des jeunes filles issues de programmes de reproduction similaires.
Nous créerons des unions fondées sur des caractéristiques optimales. Les enfants de Samuel représenteront l'aboutissement de tout ce que nous avons appris. Catherine s'arrêta net. Vous projetez d'utiliser votre propre fils comme reproducteur. Il n'est pas mon fils dans un sens juridique, répondit Nathaniel calmement. Il est une propriété exceptionnellement précieuse, certes, mais une propriété tout de même. Et il remplira la fonction pour laquelle il a été créé. Ce n'est pas différent de l'utilisation d'un taureau primé pour améliorer un troupeau. C'est un enfant humain. L'expression de Nathaniel se durcit. C'est un outil au service d'une grande expérience. Ne vous laissez pas aller à la sentimentalité, Catherine. Les sentiments n'ont pas leur place dans le progrès scientifique. Cette nuit-là, Catherine s'assit dans sa chambre, son journal secret ouvert devant elle, mais elle se révéla incapable d'écrire. L'horreur de ce que Nathaniel projetait pour Samuel éclipsait même les autres atrocités. Il ne s'agissait plus seulement d'exploitation ou de trafic, c'était la création d'un système d'abus auto-perpétuant, destiné à se poursuivre de génération en génération. Samuel serait contraint d'infliger à d'autres ce qui avait été infligé à sa mère, engendrant des enfants piégés à leur tour, dans le même cycle. Elle devait trouver un moyen d'arrêter cela. Mais comment? Nathaniel détenait tout le pouvoir. La loi était entièrement de son côté. Même si elle parvenait à aider Samuel à s'échapper, où irait-il? Comment un enfant à la peau claire, au statut ambigu, survivrait-il dans un monde exigeant des catégories nettes et inflexibles? La réponse, lorsqu'elle s'imposa à elle, était à la fois simple et terrible. Il lui fallait un allié doté d'un véritable pouvoir, quelqu'un dont l'autorité morale aurait du poids, quelqu'un qu'on ne pourrait pas aisément réduire au silence ou intimider, quelqu'un venant de l'extérieur du système des plantations avec des connexions au-delà de la Géorgie. Il lui fallait un ministre. Le révérend Thomas Gaines arriva à Milledgeville au début du mois d'août, affecté à l'église presbytérienne par le synode du Nord. Il avait 35 ans, n'était pas marié et était diplômé du séminaire théologique de Princeton. La congrégation locale découvrirait bientôt qu'il nourrissait des opinions dangereusement progressistes sur l'esclavage. Pas abolitionniste à proprement parler, il était trop prudent pour cela. Mais il prêchait sur le devoir chrétien, sur le fait de traiter tous les êtres humains comme des enfants de Dieu, et sur les dangers spirituels du pouvoir absolu. Catherine assista à son premier sermon, assise dans le banc de la famille Brennan, écoutant tandis qu'il développait la parabole du bon samaritain avec une insistance qui fit se raidir plusieurs propriétaires de plantations. Après l'office, elle l'aborda dans la file des salutations, se présenta avec une bienséance parfaite et mentionna qu'elle apprécierait ses conseils sur certaines questions spirituelles difficiles. Le révérend Gaines avait des yeux bruns intelligents qui semblaient voir au-delà de ce que les gens souhaitaient révéler. « Ce serait un honneur, Madame Brennan. Souhaitez-vous que je me rende à Sweetwater? Ce serait tout à fait approprié, » répondit Catherine, consciente du regard de Nathaniel depuis la pelouse de l'église. « Mon mari et moi serions ravis de vous recevoir. » La première visite du ministre eut lieu le mardi suivant. Catherine s'y était soigneusement préparée, veillant à ce que Nathaniel soit présent lors de cette rencontre initiale, afin que tout paraisse parfaitement normal et convenable. Ils s'assirent dans le salon de réception, buvant du thé et discutant de théologie et de questions ecclésiastiques, avec la politesse prudente de personnes établissant des limites. Mais lorsque le révérend Gaines demanda s'il pouvait visiter la plantation afin de mieux comprendre la vie de ses futurs paroissiens, Catherine perçut son ouverture. Nathaniel ne pouvait guère refuser sans éveiller les soupçons, et il accepta donc, à contre-cœur mal dissimulé. Catherine guida la visite, Nathaniel les suivant à distance, sa respiration rendue difficile par l'effort. Elle veilla à ce qu'ils passent devant les quartiers des esclaves à un moment où les gens seraient visibles. Ruth était là, tenant la petite Martha, désormais âgée d'1 an. Grace se tenait sur le seuil de sa cabane, ce regard creux, qui ne la quittait jamais. Pearl allait d'un bâtiment à l'autre, sa grossesse désormais évidente, ses gestes prudents et mesurés. « Vous avez une population importante ici », observa le révérend Gaines. Son ton était neutre, mais Catherine remarqua la façon dont son regard s'attardait sur les femmes, sur les enfants, enregistrant les détails. « Sweetwater est prospère », répondit Nathaniel. « Nous gérons nos ressources efficacement. »« Des ressources » répéta doucement le ministre. « Oui, je suppose que c'est une manière de décrire des êtres humains. » La tension était palpable. La mâchoire de Nathaniel se crispa, mais il ne répondit rien. Ils achevèrent la visite,
et retournèrent à la maison, où le révérend Gain prit congé, promettant de revenir bientôt pour poursuivre leurs échanges spirituels. Après que la calèche du ministre eut disparu au bout de l'allée, Nathaniel se tourna vers Catherine. « Que crois-tu faire ? Chercher une guidance spirituelle, répondit-elle calmement. N'est-ce pas ce qu'une femme chrétienne est censée faire? Tu m'as rendu complice de bien des choses, Nathaniel. Ma conscience exige des conseils. Sois prudente, Catherine. Très prudente. » Mais le ministre revint, encore et encore, au fil des semaines suivantes. Parfois Nathaniel assistait à leurs discussions, assis dans son bureau tandis qu'ils parlaient de théologie. D'autres fois, la fatigue croissante de Nathaniel le retenait dans sa chambre, et Catherine recevait seule le révérend Gain dans le salon, Pearl servant le thé. Sa présence, rappel silencieux de ce dont il parlait réellement. Catherine était prudente. Elle ne parla jamais directement du programme de reproduction, ne formula jamais d'accusations explicites. À la place, elle posait des questions théoriques. Quel est le devoir d'un chrétien lorsqu'il est témoin du péché? Que doit-on faire lorsque l'on est complice du mal, mais impuissant à l'arrêter? Comment concilier l'obéissance à l'autorité terrestre avec l'obéissance à la loi divine? Le révérend Gain se montrait tout aussi prudent dans ses réponses, mais Catherine voyait la compréhension naître dans son regard. Il commença à poser ses propres questions, douces et indirectes, sur les enfants de Sweetwater, sur leur père, sur ce qu'il advenait des bébés nés sur la plantation. Catherine répondait par des gestes vagues et des silences éloquents, le laissant reconstituer la vérité. À la mi-septembre, Pearl entra en travail. Cela se produisit dans l'après-midi, soudainement et avec violence. Catherine assista à l'accouchement, comme elle le faisait désormais toujours, sa présence exigée par Nathaniel même s'il se tenait à l'écart de la naissance elle-même. Pearl travailla pendant 6 heures, le visage couvert de sueur, les mains agrippées au cadre du lit jusqu'à en blanchir les jointures. Lorsque l'enfant naquit enfin, une fille à la peau plus claire que celle de Pearl, mais plus foncée que celle de Samuel, Catherine enveloppa le nourrisson et le plaça dans les bras de sa mère. « Elle s'appellera Grace », dit Pearl, d'une voix rauque après les cris. Après la première, celle qui a tout perdu. Catherine regarda cette femme qui l'avait aidée, qui avait partagé des informations au péril de sa vie, qui venait d'endurer l'agonie pour mettre au monde un enfant qu'on pourrait lui arracher. « Je ne les laisserai pas la prendre », dit Catherine à voix basse. « Je te le promets, Pearl. Quel qu'en soit le prix, je ne les laisserai pas prendre ce bébé. » C'était peut-être une promesse irréfléchie, peut-être impossible à tenir, mais elle la pensait sincèrement. Elle était restée passive trop longtemps, avait vu trop de choses. Si elle ne pouvait sauver tous les enfants déjà volés, elle pouvait au moins se battre pour celui-ci. Cette nuit-là, Nathaniel vint inspecter le bébé de Pearl. Il apporta son registre, prenant ses notes habituelles sur les caractéristiques et la valeur potentielle. Catherine l'observa avec une rage à peine dissimulée. Lorsqu'il eut terminé et se tourna pour partir, elle le suivit dans son bureau. « Celle-ci reste, » dit Catherine. Nathaniel leva les yeux de son bureau. « Ce n'est pas ta décision. J'en fais ma décision. L'enfant de Pearl ne sera pas vendu. Elle restera ici avec sa mère. Et si tu refuses, j'irai voir le révérend Gaines et je lui dirai tout, chaque détail de ton programme de reproduction, chaque enfant vendu par l'intermédiaire du réseau de Callaway, chaque aspect de ta grande expérience. Je te détruirai, Nathaniel. » C'était un pari dangereux. Nathaniel pouvait encore la faire interner, la réduire au silence par la force ou l'enfermement. Mais sa maladie l'avait affaiblie, et ils le savaient tous deux. Plus encore, la présence du révérend Gaines à Milledgeville avait changé les rapports de force. Le ministre avait des liens avec l'Église du Nord, avec des personnes susceptibles d'écouter si des accusations venaient d'un homme d'Église, plutôt que d'une femme prétendument hystérique. Nathaniel la fixa longuement. « Tu crois avoir du pouvoir ici? Tu crois pouvoir m'imposer tes conditions dans ma propre maison? Je pense que nous avons tous les deux quelque chose à perdre, » répondit Catherine. « Et je pense que vous êtes assez pragmatique pour reconnaître une impasse lorsque vous en voyez une. L'enfant de Pearl reste ici. C'est le prix de mon silence continu. Un seul enfant. C'est tout ce que vous demandez ?» Catherine hésita, puis alla plus loin. « Et plus aucune femme ne sera sélectionnée pour votre programme. Ce qui a été fait est fait, mais il n'y en aura pas d'autre. Vous me demandez d'abandonner des années de travail. Je vous demande de cesser de commettre le mal au nom de la science. Si vous refusez, je ferai en sorte que tout ce que vous avez construit s'effondre, même si cela doit me détruire dans le processus. » L'affrontement dura des jours. Nathaniel ne dit ni oui ni non, se repliant simplement dans un silence glacial.
Catherine tint bon, poursuivant ses rencontres avec le révérend Gain, continuant à tout consigner dans son journal secret. Pearl resta dans sa cabane avec la petite Grace, suspendue dans l'incertitude, ne sachant pas si l'enfant serait emporté dans la nuit comme tant d'autres avant elle. Puis, un soir de la fin septembre, tout bascula. Au moment même où l'on aurait pu croire que Catherine avait acquis un mince contrôle sur les horreurs de Sweetwater, de nouvelles complications surgirent, mettant à l'épreuve sa détermination et son courage jusqu'à leurs limites absolues. Le révérend Gaines arriva à Sweetwater sans prévenir un jeudi matin, le visage grave. Catherine le reçut immédiatement dans le salon de réception, sentant aussitôt que quelque chose avait changé. Le ministre attendit que Pearl ait servi le café et se soit retiré avant de parler. « J'ai fait des démarches, dit-il à voix basse, au sujet de ce que nous avons évoqué. J'ai parlé avec des collègues à Savannah et à Charleston, avec des personnes susceptibles d'avoir connaissance de certains réseaux opérant entre les plantations. » Le pouls de Catherine s'accéléra. « Et qu'avez-vous appris ? Assez pour me troubler profondément. Assez pour suggérer que ce qui se passe ici fait partie de quelque chose de plus vaste et de plus organisé que de simples actes isolés d'immoralité. Madame Brennan, j'ai besoin que vous me répondiez directement. Est-ce que des enfants sont délibérément engendrés à Sweetwater, puis vendus dans des réseaux de trafic ?» Catherine avait passé des semaines à se préparer à ce moment, élaborant des demi-vérités prudentes et des sous-entendus. Mais face à cette question directe, posée par un homme qui semblait réellement se soucier de justice, elle se révéla incapable de maintenir la façade. « Oui, dit-elle simplement. Mon mari et un médecin de Charleston nommé Harrove mènent ce qu'ils appellent une expérience de reproduction. Ils sélectionnent des femmes. Mon mari engendre des enfants et ceux qui présentent certaines caractéristiques sont vendus par l'intermédiaire d'un homme nommé Edmund Callaway à des acheteurs des Caraïbes et d'Amérique du Sud. J'ai été forcé d'assister à tout cela et de le documenter. J'ai des registres, révérend Gain, des noms, des dates, des descriptions physiques, des preuves concernant au moins 40 enfants qui ont disparu de cette plantation au cours de la dernière décennie. » Le visage du ministre devint livide. « Mon Dieu, et vous avez des preuves de tout cela ? J'ai de la documentation, mais je n'ai pas encore déterminé quoi en faire. Si je m'adresse aux autorités locales, elles me traiteront de femme hystérique, ou mon mari me fera interner à l'asile d'aliénés. La loi lui donne tous les droits sur sa propriété, et cela inclut à la fois les personnes réduites en esclavage et, dans une large mesure, moi-même. » Le révérend Gaines se leva et fit les 100 pas jusqu'à la fenêtre, regardant les terres de Sweetwater. « C'est pire que ce que j'imaginais. Ce que vous décrivez n'est pas seulement le péché de l'esclavage, ce qui est déjà suffisamment grave, mais un abus systématique qui transforme des êtres humains en sujets d'expérimentation, en marchandises au sein d'un réseau de trafic. »« Oui, » répondit Catherine, « c'est exactement cela. J'ai besoin de voir votre documentation, puis nous devrons décider comment procéder. Il y a des personnes à Atlanta, au sein du gouvernement de l'État, qui pourraient écouter. Il existe des procureurs fédéraux chargés des affaires de contrebande. Si nous pouvons prouver un trafic international, il pourrait y avoir un recours juridique, même en Géorgie. » Catherine ressentit une lueur d'espoir pour la première fois depuis des mois. « Je vous fournirai les documents, mais, révérend, vous devez comprendre le risque. Mon mari m'a menacé, et il a des relations dans toute la région. S'il apprend ce que nous préparons, alors nous devrons être extrêmement prudents, » répondit le ministre, « et nous devrons agir rapidement. » Ils élaborèrent un plan. Catherine copierait certaines parties de sa documentation et les remettrait au révérend Gain lors de sa prochaine visite officielle. Il les transmettrait à ses contacts à Atlanta et à Savannah, des personnes en qui il avait confiance pour traiter correctement des informations aussi explosives. Il faudrait du temps, des semaines, voire des mois, pour bâtir un dossier suffisamment solide pour surmonter les protections juridiques et sociales dont jouissait Nathaniel. Mais c'était un début. Catherine aurait dû savoir que les secrets de Sweetwater ne restaient jamais cachés bien longtemps. 2 jours après la visite du révérend Gain, Catherine se trouvait dans son salon du matin, occupée à sa broderie, une apparence de normalité qu'elle maintenait alors même que son esprit débordait de plans et de possibilités. Lorsque Nathaniel entra sans frapper, son visage était rouge malgré sa pâleur habituelle, ses yeux brillants de colère. « Vous correspondez avec le ministre, » dit-il. Ce n'était pas une question. Les mains de Catherine s'immobilisèrent sur son ouvrage. « C'est notre pasteur. Bien sûr que je lui parle. Ne jouez pas avec moi, Catherine. Je sais ce que vous faites.
Je sais que vous lui donnez des informations sur nos affaires privées. Vos affaires, corrigea Catherine. Je ne fais que chercher des conseils spirituels sur des questions qui troublent ma conscience. Nathaniel traversa la pièce en 3 pas et lui saisit le poignet assez fort pour lui laisser des ecchymoses. Vous cesserez tout contact avec le révérend Gaines. Vous ne lui parlerez plus, ni à l'église ni ailleurs. Vous ne lui écrirez pas. Vous mettrez fin à cette machination que vous avez imaginée. Catherine soutint son regard sans ciller, malgré la douleur de sa prise. Ou quoi, Nathaniel? Vous m'enfermerez? Nous avons déjà eu cette conversation. J'ai pris des précautions. S'il m'arrive quoi que ce soit, si je disparais soudainement ou tombe mystérieusement malade, des informations parviendront à des personnes que vous ne pouvez pas contrôler. Vous vous croyez très habile, siffla Nathaniel. Mais vous oubliez que je contrôle tout dans cette maison. Chaque personne, chaque action, chaque respiration que vous prenez. Il la relâcha. Elle résista à l'envie de frotter sa peau meurtrie. Après son départ, Catherine resta immobile, réfléchissant aux conséquences. Nathaniel savait désormais qu'elle agissait contre lui, ce qui signifiait qu'il la surveillerait de plus près, rendant plus difficile toute transmission d'informations au révérend Gaines. Elle avait besoin d'un autre moyen de communication, d'un canal que Nathaniel ne pourrait pas surveiller aisément. La réponse vint d'une source inattendue. Ce soir-là, Samuel apparut à la porte de la cuisine pour demander Pearl. C'était inhabituel. Le garçon s'approchait rarement de la maison principale. Lorsqu'elle sortit, il lui parla à voix basse, glissa quelque chose dans sa main et s'éclipsa rapidement. Pearl retrouva Catherine plus tard et lui montra ce que Samuel lui avait donné. Un morceau de papier plié, à l'écriture soignée. Le message était bref. « Je sais ce que mon père projette pour moi. Je veux aider à l'arrêter. Je peux porter des messages. Il ne me surveille pas de près. » Catherine fixa le billet, le cœur battant. Samuel, 8 ans, proposait de devenir messager dans une conspiration contre son propre père. Le risque pour lui était immense. Si Nathaniel découvrait la vérité, la punition serait terrible. Mais c'était aussi une opportunité qu'elle ne pouvait ignorer. « Dites-lui oui, » dit Catherine à Pearl. « Dites-lui d'être extrêmement prudent, et dites-lui que je suis reconnaissante de son courage. » Tout au long de septembre et jusqu'en octobre, un réseau de communication délicat se mit en place. Samuel transportait des messages entre Catherine et le révérend Gaines, les cachant dans les livres qu'il empruntait à la bibliothèque de Nathaniel, récupérant les réponses dissimulées dans les volumes qu'il rapportait. C'était lent et dangereux, mais cela fonctionnait. Catherine transmettait des copies de sa documentation page par page, et le révérend Gaines les apportait à ses contacts à Atlanta. Mais la tension pesait sur tout le monde. Pearl vivait dans une vigilance constante, le bébé Grace toujours contre elle, les yeux aux aguets au moindre bruit. Ruth était devenue maigre et silencieuse, parlant à peine même aux autres personnes asservies. Grace continuait son existence vide, comme un fantôme errant dans les champs de coton. Catherine sentait le poids de la responsabilité l'écraser. Chaque décision mettait les autres en danger. Chaque pas en avant augmentait les risques. La crise éclata par un matin frais de la mi-octobre. Catherine se trouvait dans le jardin, récoltant les dernières herbes avant les premières fortes gelées, lorsqu'elle entendit des cris venant des quartiers des esclaves. Elle courut vers le bruit et trouva Nathaniel, fou de rage, debout au-dessus de Samuel, à genoux dans la terre. « Explique-moi ça. » Nathaniel brandissait un morceau de papier, l'un des messages de Catherine. Samuel avait dû le laisser tomber ou mal le dissimuler. Le garçon ne disait rien, son visage impassible tandis que le sang coulait de sa lèvre fendue, là où Nathaniel l'avait frappé. Catherine se força à avancer calmement, le cœur battant à tout rompre. « Nathaniel, que se passe-t-il ?»« Ce garçon, » cracha Nathaniel. « Cette créature ingrate que j'ai éduquée et protégée se permet de faire passer des messages. Des messages concernant mes affaires privées. Des messages destinés à ce ministre fouineur. » L'esprit de Catherine s'emballa. Si Nathaniel connaissait l'existence des messages, il saurait qu'elle en était à l'origine. Tout le plan était compromis, mais elle ne pouvait pas laisser Samuel subir seul le châtiment pour avoir obéi à ses ordres. Et je pense que vous êtes assez pragmatique pour reconnaître une impasse lorsque vous en voyez une. L'enfant de Pearl reste ici. C'est le prix de mon silence continu. Un seul enfant. C'est tout ce que vous demandez. Catherine hésita, puis alla plus loin. Et plus aucune femme ne sera sélectionnée pour votre programme. Ce qui a été fait est fait, mais il n'y en aura pas d'autre. Vous me demandez d'abandonner des années de travail. Je vous demande de cesser de commettre le mal au nom de la science. Si vous refusez, je ferai en sorte que tout ce que vous avez construit s'effondre,
même si cela doit me détruire dans le processus. L'affrontement dura plusieurs jours. Nathaniel ne répondit ni oui ni non, se retranchant dans un silence glacial. Catherine tint bon, poursuivant ses rencontres avec le révérend Gaines, continuant à tout consigner dans son journal secret. Pearl resta dans sa cabane avec la petite Grace, suspendue à l'incertitude, ne sachant pas si l'enfant serait emporté dans la nuit comme tant d'autres avant elle. Puis, un soir de la fin septembre, tout changea. Au moment même où l'on aurait pu croire que Catherine avait acquis un mince contrôle sur les horreurs de Sweetwater, de nouvelles complications surgirent, mettant à l'épreuve sa détermination et son courage jusqu'à leurs limites absolues. Le révérend Gaines arriva à Sweetwater sans prévenir un jeudi matin, le visage grave. Catherine le reçut immédiatement dans le salon, sentant aussitôt qu'un basculement avait eu lieu. Le ministre attendit que Pearl ait servi le café et se soit retiré avant de parler. « J'ai fait des démarches, » dit-il à voix basse, « au sujet de ce que nous avons évoqué. J'ai parlé avec des collègues à Savannah et à Charleston, avec des personnes susceptibles de connaître certains réseaux opérant entre plantations. » Le pouls de Catherine s'accéléra. « Et qu'avez-vous appris ? » Assez pour me troubler profondément. Assez pour suggérer que ce qui se passe ici fait partie de quelque chose de bien plus vaste et organisé que de simples actes isolés d'immoralité. Madame Brennan, j'ai besoin que vous me répondiez directement. Des enfants sont-ils délibérément engendrés à Sweetwater, puis vendus dans des réseaux de trafic? Catherine avait passé des semaines à se préparer à cet instant, à élaborer des demi-vérités prudentes et des sous-entendus. Mais face à la question directe d'un homme qui semblait réellement animé par la justice, elle ne put maintenir la façade. « Oui, » dit-elle simplement. « Mon mari et un médecin de Charleston nommé Harrove mènent ce qu'ils appellent une expérience de reproduction. Ils sélectionnent des femmes. Mon mari engendre des enfants, et ceux présentant certaines caractéristiques sont vendus par l'intermédiaire d'un homme nommé Edmund Callaway à des acheteurs des Caraïbes et d'Amérique du Sud. J'ai été forcé d'assister à tout cela et de le documenter. J'ai des registres, révérend Gaines, des noms, des dates, des descriptions physiques, des preuves concernant au moins 40 enfants qui ont disparu de cette plantation au cours de la dernière décennie. » Le visage du ministre pâlit. « Mon Dieu, et vous avez des preuves ? » ?»« Oui, mais je n'ai pas encore déterminé comment les utiliser. Si je m'adresse aux autorités locales, on me traitera de femme hystérique ou mon mari me fera interner à l'asile d'aliénés. La loi lui donne tous les droits sur sa propriété, y compris sur les personnes réduites en esclavage, et, dans une large mesure, sur moi. » Le révérend Gaines se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les terres de Sweetwater. « C'est pire que ce que j'imaginais. Ce que vous décrivez dépasse le péché de l'esclavage, déjà assez terrible, pour devenir un abus systématique transformant des êtres humains en sujets d'expérimentation, en marchandises d'un réseau de trafic. »« Oui, » répondit Catherine, « c'est exactement cela. J'ai besoin de voir votre documentation. Ensuite, nous devrons décider comment agir. Il y a des personnes à Atlanta, au sein du gouvernement de l'État, qui pourraient écouter. Des procureurs fédéraux traitent des affaires de contrebande. Si nous pouvons prouver un trafic international, il pourrait exister un recours légal, même en Géorgie. » Pour la première fois depuis des mois, Catherine sentit une lueur d'espoir. « Je vous fournirai les documents, » dit-elle, « mais vous devez comprendre le risque. Mon mari m'a menacé. Il a des relations partout dans la région. S'il apprend ce que nous préparons, alors nous devrons être extrêmement prudents, » répondit le ministre, « et agir vite. » Ils établirent un plan. Catherine copierait des parties de sa documentation et les remettrait au révérend Gaines lors de sa prochaine visite officielle. Il les transmettrait à des contacts à Atlanta et Savannah. Il faudrait du temps, des semaines, peut-être des mois, pour constituer un dossier assez solide pour surmonter les protections juridiques et sociales dont jouissait Nathaniel. Mais c'était un début. Catherine aurait dû savoir que les secrets de Sweetwater ne restaient jamais cachés longtemps. 2 jours après la visite du révérend Gaines, elle se trouvait dans son salon du matin, occupée à sa broderie, façade de normalité, lorsque Nathaniel entra sans frapper. Son visage était rouge, malgré sa pâleur habituelle, ses yeux brillants de colère. « Vous correspondez avec le ministre » dit-il. Ce n'était pas une question. Les mains de Catherine s'immobilisèrent. « C'est notre pasteur. Bien sûr que je lui parle. Ne jouez pas avec moi. Je sais ce que vous faites. Je sais que vous lui donnez des informations sur nos affaires privées. »« Vos affaires » corrigea Catherine. « Je cherche seulement des conseils spirituels
sur des questions qui troublent de ma conscience. Nathaniel traversa la pièce et lui saisit le poignet jusqu'à lui laisser des marques. Vous cesserez tout contact avec le révérend Gaines. Vous ne lui parlerez plus, ni à l'église ni ailleurs. Vous ne lui écrirez pas. Vous mettrez fin à cette machination. Ou quoi, Nathaniel? Répondit-elle sans fléchir. Vous m'enfermerez? J'ai pris des précautions. S'il m'arrive quoi que ce soit, des informations parviendront à des personnes que vous ne contrôlez pas. Vous vous croyez très habile, siffla-t-il. Mais je contrôle tout ici. Il la relâcha. Après son départ, Catherine resta immobile, comprenant qu'il la surveillerait désormais de près. Elle avait besoin d'un autre moyen de communication. La solution vint d'une source inattendue. Ce soir-là, Samuel se présenta à la porte de la cuisine pour demander Pearl. Il lui parla à voix basse, glissa quelque chose dans sa main et partit. Plus tard, Pearl montra à Catherine un papier plié, à l'écriture soignée. « Je sais ce que mon père projette pour moi. Je veux aider à l'arrêter. Je peux porter des messages. Il ne me surveille pas de près. » Samuel, 8 ans, proposait de devenir messager contre son propre père. Le risque était immense. « Dites-lui oui, » dit Catherine, « et dites-lui d'être extrêmement prudent. » Ainsi, de septembre à octobre, un réseau fragile se mit en place. Samuel transportait les messages, cachés dans des livres. Catherine transmit ses documents page par page. Mais la tension pesait sur tous. La crise éclata un matin frais de mi-octobre. Catherine, dans le jardin, entendit des cris. Elle trouva Nathaniel fou de rage, debout au-dessus de Samuel, à genoux dans la terre, tenant l'un de ses messages. Le garçon saignait de la lèvre. « Explique ça. » Catherine s'avança calmement. « C'est moi qui lui ai demandé de les porter, » dit-elle clairement. Il suivait mes instructions. Nathaniel se tourna vers elle, livide de colère. « Vous l'admettez ? J'admets seulement avoir demandé à un enfant d'effectuer une simple commission. Si vous y voyez une conspiration, c'est votre interprétation. » La violence était prête à éclater. Pearl apparut, tenant Grace. Ruth se tenait sur le seuil avec Martha. Nathaniel prit alors sa décision. « Samuel, retourne dans ta cabane. On s'occupera de toi plus tard. » Puis à l'intendant, « Allez chercher le docteur Phillips à Milledgeville. Ma femme souffre de délires et d'hystérie. La menace ultime. L'asile. Vous ne pouvez pas faire ça, » dit Catherine. « Je peux faire ce qui est nécessaire, » répondit-il. Elle n'avait qu'une heure. Elle regarda tous les visages autour d'elle. « J'ai tout documenté, » dit-elle doucement. « Chaque femme, chaque enfant volé, chaque transaction, chaque lettre. Et j'ai tout remis au révérend Gaines, avec ordre de diffuser si quelque chose m'arrive. » Nathaniel pâlit. « Vous mentez. Vraiment? Vous m'avez appris à observer et à consigner. Croyez-vous que je l'ai fait seulement pour vous ?» Pearl s'avança. « Nous écrivons aussi, dit-elle. Samuel aussi. D'autres aussi. Si Madame Catherine disparaît, nos écrits seront publiés. » Pour la première fois, Nathaniel hésita. « Que voulez-vous? Que vous arrêtiez. Totalement. Plus de femmes sélectionnées. Plus d'enfants vendus. Samuel sera affranchi à 21 ans. Les mères garderont leurs enfants. Et si vous violez ces conditions, tout devient public. » Le temps sembla suspendu. Puis Nathaniel céda. « Très bien. Mais vous avez gagné une bataille. Pas la guerre. »« Oui, » répondit Catherine. « Je porterai la culpabilité. Mais au moins, plus aucun enfant ne sera volé. » Nathaniel s'éloigna. Catherine se tourna vers Samuel. « Lève-toi. »« Merci, Madame Catherine, » dit-il. « Tu as été trop courageux pour ton âge. »« Je ne serai pas ce qu'il voulait, » répondit-il. « Je vous le promets. » Les années suivantes furent grises. Nathaniel tint parole. Le programme cessa. Pearl éleva Grace. Ruth garda Martha. Samuel poursuivit son éducation, désormais avec Catherine. Elle le vit grandir, de 8 à 12 ans, vit l'intelligence devenir lucidité, la colère se muer en détermination. Sweetwater resta un lieu de souffrance, mais le pire avait cessé. Elle savait qu'il tiendrait sa promesse. Il ne deviendrait pas ce que Nathaniel avait voulu faire de lui. La santé de Nathaniel déclina régulièrement. Les dommages causés à son cœur par l'empoisonnement progressif à la digitale, administré par Catherine, étaient irréversibles. En 1841, il peinait à monter les escaliers sans s'arrêter pour reprendre son souffle. En 1842, il s'était en grande partie retiré dans son bureau, dirigeant la plantation par l'intermédiaire d'intendants et d'instructions écrites. Catherine ne se réjouissait pas de sa dégradation. Elle ne ressentait plus rien pour lui. Ni haine, ni pitié. Seulement un vide froid, là où l'émotion avait autrefois existé. Le révérend Gaines demeura à Milledgeville,
présence constante et rappel que la documentation existait toujours, que la menace de révélation restait bien réelle. Le réseau de Callaway s'effondra effectivement lorsque les autorités fédérales perquisitionnèrent une plantation de Caroline du Sud pour des violations liées à la contrebande et découvrirent des archives du trafic d'enfants. Plusieurs planteurs prirent la fuite à l'étranger. Harrov disparut, vraisemblablement vers les Caraïbes, où de nombreux propriétaires d'esclaves se réfugiaient lorsque la situation devenait trop dangereuse aux États-Unis. Catherine savait que sa victoire était, au mieux, partielle. Les enfants déjà emmenés étaient perdus à jamais, engloutis dans les marchés aux esclaves de Cuba et du Brésil, leur destin inconnu et à jamais inconnaissable. Grace ne se remettrait jamais de ce qu'elle avait subi. Ruth porterait toute sa vie le chagrin de son fils volé. Et Catherine, elle, porterait toujours la culpabilité d'avoir attendu si longtemps, d'avoir été complice pendant des mois avant d'agir enfin. En mars 1843, Nathaniel mourut. Le médecin parla d'une défaillance cardiaque, ce qui était suffisamment exact. Il avait 39 ans. On l'enterra dans le cimetière familial lors d'une cérémonie minimale. Catherine se tint devant la tombe, vêtue de noir, et ne ressentit rien d'autre que le soulagement que tout cela soit terminé. Son testament, rédigé durant la dernière année de sa vie, léguait Sweetwater à Catherine, avec des dispositions spécifiques concernant l'éducation de Samuel et son affranchissement à l'âge de 21 ans. C'était peut-être la seule chose décente que Nathaniel ait jamais faite, reconnaître ce fils de la seule manière autorisée par la loi et s'assurer qu'il accéderait un jour à la liberté. Catherine soupçonnait toutefois que ce geste relevait moins de l'amour que du désir de prouver que sa théorie avait du mérite, que Samuel réussirait en tant qu'homme libre et validerait ainsi toute l'expérience. Mais l'intention importait peu. Le résultat, lui, comptait. Catherine vécut encore 11 ans à Sweetwater. Elle ne se remaria jamais. Elle administra la plantation du mieux qu'elle put dans les contraintes de l'esclavage, traitant les personnes réduites en servitude avec autant d'humanité que le système le permettait, ce qui n'était jamais suffisant. Elle établit une petite école clandestine où les enfants apprenaient à lire et à écrire, sachant que cela était techniquement illégal, mais le faisant malgré tout. En 1849, elle économisa suffisamment pour racheter la liberté de Pearl et de la petite Grace, les envoyant vers le nord avec des lettres de recommandation à des familles Quakers de Philadelphie, qui aidaient les fugitifs de l'esclavage. Ruth demanda à rester à Sweetwater avec Martha. La plantation était le seul foyer qu'elle avait jamais connu, et l'incertitude de la liberté lui faisait plus peur que les routines familières de l'asservissement. Catherine comprit. Le traumatisme pousse les êtres humains à s'accrocher à ce qu'ils connaissent, même lorsque ce qu'ils connaissent est terrible. Samuel fut affranchi en 1851, lorsqu'il atteignit l'âge de 21 ans, comme le stipulait le testament de Nathaniel. Catherine lui donna de l'argent pour le voyage, des lettres de recommandation et une copie complète de toute la documentation concernant ses origines. « Si tu veux savoir d'où tu viens, lui dit-elle, tout est cela, mais tu n'es pas défini par tes débuts. Tu peux devenir qui tu choisis d'être. » Samuel prit les documents, la remercia et quitta Sweetwater. Il se rendit à Philadelphie, trouva un emploi de commis, épousa une femme noire libre et construisit sa vie sous un nom d'emprunt. Il ne retourna jamais en Géorgie. Ses enfants grandiraient en sachant qu'ils descendaient de personnes réduites en esclavage, sans connaître l'horreur précise du programme de reproduction de leur grand-père. Cette connaissance mourut avec Samuel en 1897, bien que des chercheurs la reconstitueraient plus tard à partir des documents conservés par Catherine. Catherine, quant à elle, devint de plus en plus fragile au cours des années 1850. Les années de stress, de culpabilité et de vigilance constante avaient laissé des traces. Elle développa une toux persistante qu'aucun remède à base de plantes ne parvenait à guérir. Au printemps 1854, elle sut qu'elle était en train de mourir. La consomption, déclara le médecin, bien que Catherine soupçonna autre chose, une fatigue plus profonde de l'âme, manifestée dans le corps. Durant ces dernières semaines, elle passa des heures avec son journal secret, ajoutant de dernières entrées et organisant toute la documentation accumulée. Elle rédigea des instructions détaillées pour son avocat sur la manière dont les papiers devaient être scellés et conservés, stipulant qu'ils ne devraient pas être ouverts avant 100 ans. Elle voulait que la vérité soit connue un jour, mais pas trop tôt, afin de ne pas détruire la vie de ceux qui vivaient encore et avaient été victimes des horreurs de Sweetwater. Ruth vint lui rendre visite dans ces derniers jours, accompagnée de Martha,
désormais une jeune fille de 16 ans. Elles s'assirent auprès du lit de Catherine dans un silence apaisé. Trois femmes liées par un traumatisme commun, chacune portant sa part de deuil. « Avons-nous fait assez ?» demanda Catherine à Ruth. « Arrêter cela quand nous l'avons fait avait-il un sens? Ou était-ce trop peu, trop tard ?» Ruth réfléchit longuement avant de répondre. « On ne peut pas rendre ce qui a été pris, Madame Catherine. Mon fils est parti. Le fils de Grace est parti. Tous ces bébés ont disparu dans des lieux que nous ne connaîtrons jamais. Cela ne peut pas être effacé. » Elle s'arrêta, regardant Martha assise calmement à ses côtés. « Mais ma fille est ici. La fille de Pearl est libre à Philadelphie. Samuel a eu une chance de vivre. C'est quelque chose. Ce n'est peut-être pas la rédemption, mais c'est quelque chose. »« J'aurais dû agir plus tôt, » murmura Catherine. « Dès que j'ai compris ce que Nathaniel faisait. »« Peut-être, » répondit Ruth. « Ou peut-être que vous seriez morte ou enfermée, et que tout aurait continué malgré tout. Nous ne pouvons pas savoir ce qui se serait passé dans un autre monde. Nous ne connaissons que celui-ci. » Elle tendit la main et prit celle de Catherine. Un geste impensable dans d'autres circonstances. « Vous avez fait ce que vous pouviez, quand vous pouviez le faire. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire. » Catherine mourut le 3 mai 1854, à l'âge de 42 ans. Elle fut enterrée à côté de Nathaniel dans le cimetière familial. Une ironie qui ne lui aurait pas échappé. Son testament divisait les terres de Sweetwater entre les personnes asservies qui y vivaient encore, les affranchissant toutes et leur attribuant de petites parcelles. Le testament fut contesté en justice par de lointains parents Brennan, et la plupart des anciens esclaves finirent par vendre leur part, faute de capitaux, pour exploiter la terre et en raison du harcèlement constant des propriétaires blancs voisins. Mais, pendant un bref instant, la vision de justice pour laquelle Catherine s'était battue fut partiellement réalisée. La documentation qu'elle avait préservée, les registres de Nathaniel, son journal secret, les lettres et archives du réseau de Callaway, fut scellée par son avocat et déposée au palais de justice du comté de Baldwin. Une note sur la boîte indiquait « À ne pas ouvrir avant 1954 ». Au fil des décennies, les greffiers du comté déplacèrent la boîte d'une réserve à l'autre. Son contenu fut oublié de tous, sauf de quelques archivistes chargés de la conservation des documents judiciaires. La maison principale de Sweetwater brûla en 1867, 2 ans après la fin de la guerre de sécession. Accident, incendie volontaire par d'anciens esclaves ou destruction délibérée par les héritiers de Catherine, incapables de supporter ce que le lieu représentait. Personne ne le consigna. Les quartiers d'esclaves furent progressivement démantelés, leur bois réutilisé pour d'autres constructions. Les terres furent morcelées et vendues à de petits fermiers. Le cimetière fut laissé à l'abandon, envahi par les ronces et le kudzu. Au début du XXe siècle, peu de gens dans le comté de Baldwin se souvenaient encore de l'existence de la plantation Sweetwater. Elle devint l'un des milliers de lieux oubliés où les horreurs de l'esclavage s'étaient déroulées, ces crimes spécifiques, effacés par le temps et l'oubli volontaire, jusqu'en 1954. Cette année-là, une historienne de l'Université de Géorgie, nommée Margaret Fletcher, effectuait des recherches sur les plantations de l'époque antebellum pour sa thèse. En consultant de vieux registres fonciers au palais de justice du comté de Baldwin, elle découvrit la boîte scellée et son instruction centenaire. Intriguée, elle en informa le greffier. Après vérification que le délai de 100 ans était écoulé, ils l'ouvrirent. Ce qu'ils découvrirent choqua même des chercheurs habitués à la documentation de l'esclavage. Le journal de Catherine était le plus accablant. Une écriture de plus en plus irrégulière, mais des détails précis sur les dates, les noms et les transactions. Les registres de Nathaniel livraient une notation scientifique glaciale de son programme de reproduction. Les lettres échangées entre Harrove, Callaway et Nathaniel révélaient toute l'ampleur du réseau de trafic. Et les archives secrètes de Pearl, écrites en minuscules caractères sur tous les bouts de papier qu'elle avait pu trouver, donnèrent la perspective des personnes réduites en esclavage sur ce qu'elles avaient enduré. La docteure Fletcher hésita d'abord à publier ses découvertes. Le matériau était trop dérangeant, trop explosif. Mais ses directeurs de recherche la convainquirent qu'il s'agissait précisément du type de source primaire qui devait être étudiée, aussi douloureuse soit-elle. Sa thèse, achevée en 1956, incluait de longs extraits des documents de Sweetwater. Elle fut publiée par une presse universitaire en 1958 sous le titre Sweetwater, une étude de cas du racisme scientifique
et du trafic domestique dans la Géorgie antebellum. Le livre suscita la controverse. Certains historiens saluèrent de son examen sans concession des justifications pseudo-scientifiques de l'esclavage. D'autres l'accusèrent de sensationnalisme ou de se concentrer sur des cas extrêmes non représentatifs de la gestion typique des plantations. Des descendants de la famille Brennan tentèrent, sans succès, d'empêcher la publication, arguant qu'elle diffamait leurs ancêtres. Mais les documents étaient authentiques. Les crimes avaient eu lieu. Et, lentement, au fil des décennies suivantes, d'autres chercheurs mirent au jour des preuves similaires dans d'autres plantations. Des preuves que ce qui s'était produit à Sweetwater n'était pas unique, mais faisait partie d'un schéma plus large d'exploitation systématique, masqué par le langage de la science et du progrès. Les descendants de Samuel apprirent l'origine de leur famille lorsque le livre de Fletcher fut publié. Son petit-fils, Robert Cunningham, Samuel avait pris le nom de jeune fille de son épouse lors de leur mariage, était médecin à Philadelphie. Il lut le livre et comprit enfin pourquoi son grand-père n'avait jamais parlé de son enfance, pourquoi il semblait porter une tristesse si profonde, sous une vie pourtant réussie. Robert écrivit à Fletcher pour la remercier d'avoir préservé la vérité, même si elle était douloureuse. Il lui fournit également des archives familiales qui aidèrent les chercheurs à retracer ce qu'était devenu Samuel après son départ de Géorgie. La petite fille de Pearl, enseignante à Boston, contacta elle aussi Fletcher après avoir lu l'ouvrage. Elle partagea les récits que Pearl avait transmis à sa famille à propos de Sweetwater, de Catherine, de la résistance menée à voix basse, par messages codés. Ces histoires orales, combinées aux documents écrits, permirent de dresser un tableau plus complet de la manière dont les personnes réduites en esclavage survécurent et résistèrent, même dans les circonstances les plus horribles. Les descendants de Ruth furent plus difficiles à retrouver. Martha était restée en Géorgie, s'était mariée et avait eu des enfants, mais la famille s'était dispersée lors de la grande migration vers le nord, au début du XXe siècle. Certains chercheurs pensent avoir localisé l'arrière-arrière-petite-fille de Martha à Détroit dans les années 1970, mais le lien n'a jamais pu être établi de façon définitive. Grace, la femme dont la souffrance avait été si visible aux yeux de Catherine, ne laissa aucun descendant. Elle mourut d'une pneumonie en 1862, toujours asservie, toujours porteuse du traumatisme de ce qui lui avait été infligé. Son nom apparaît 47 fois dans le journal de Catherine, toujours accompagné de notations sur son état, son mutisme, son existence vidée de toute substance. Elle représente les innombrables victimes dont l'histoire n'a pas été conservée, dont la souffrance n'a laissé aucune trace, sinon dans la mémoire de ceux qui en furent témoins. L'histoire de Sweetwater nous oblige à affronter des vérités inconfortables sur l'histoire américaine. Elle montre comment le mal peut être rationalisé par le langage de la science et du progrès. Elle démontre que les systèmes d'oppression ne fonctionnent pas seulement par la violence ouverte, mais aussi par l'organisation bureaucratique, la documentation méthodique et des réseaux de coopération entre des individus persuadés de faire avancer le savoir humain. Elle révèle aussi les options extrêmement limitées dont disposaient même les femmes privilégiées lorsqu'elles se retrouvaient complices d'atrocités qu'elles n'avaient aucun pouvoir légal d'arrêter. Catherine Brennan n'était pas une héroïne au sens simple du terme. Elle attendit trop longtemps. Elle fut complice de souffrances qu'elle documenta sans les combattre immédiatement. Elle bénéficia du même système esclavagiste qui rendit possible les crimes de Nathaniel. Sa résistance ne vint qu'après avoir été témoin d'horreurs indicibles et après avoir échoué à les empêcher. Mais elle préserva des preuves qui auraient autrement été détruites. Elle risqua sa liberté, et peut-être sa vie, pour arrêter ce qu'elle pouvait arrêter. Elle utilisa le peu de pouvoir dont elle disposait pour sauver au moins quelques enfants du trafic. Et elle s'assura que la vérité serait un jour connue, même s'il fallut un siècle pour qu'elle émerge. Les terres où se dressait Sweetwater sont aujourd'hui divisées entre plusieurs petites exploitations agricoles et une section de la forêt nationale d'Oconee. Des randonneurs tombent parfois par hasard sur l'ancien cimetière, dont les pierres sont désormais presque illisibles, couvertes de lichen et fendues par plus d'un siècle et demi d'intempéries. Les fondations en pierre de la maison principale sont encore visibles pour qui sait où regarder, lentement envahies par le kudzu et la vigne vierge. Il n'existe aucun panneau historique signalant ce qui s'est passé ici. Aucun mémorial pour les femmes violées, les enfants volés, les vies détruites par les expériences de Nathaniel et l'intervention trop tardive de Catherine. Le lieu lui-même a été oublié de presque tous,
à l'exception de quelques spécialistes étudiant les aspects les plus sombres de l'histoire de l'esclavage. Mais les documents, eux, sont aujourd'hui soigneusement conservés dans les collections spéciales de l'Université de Géorgie. Les chercheurs continuent de les étudier, de se confronter à ce qu'ils révèlent sur la capacité humaine à la cruauté et sur la complicité de ceux qui sont témoins du mal, sans l'arrêter immédiatement. Des étudiants en lisent des extraits dans les cours d'histoire, affrontant la réalité que le passé fut pire qu'ils ne l'imaginaient, que les crimes de l'esclavage dépassaient largement ce que les manuels scolaires reconnaissent habituellement. Et les histoires de Samuel, de Pearl, de Ruth et de Catherine continuent d'être racontées, imparfaites, dérangeantes, parce que l'oubli serait pire que la mémoire. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, sert d'avertissement sur ce qui advient lorsque le pouvoir n'est pas contrôlé, lorsque des êtres humains sont traités comme des biens, lorsque la science est pervertie pour justifier l'atrocité. Ceci est l'histoire de la plantation Sweetwater. Ce n'est pas une histoire de fantômes, ni un récit d'horreur surnaturelle, mais quelque chose de bien plus terrifiant. Un témoignage véridique de ce que les êtres humains sont capables de se faire les uns aux autres lorsque la loi et la coutume le permettent, lorsque les incitations économiques l'encouragent, lorsque la pseudoscience le rationalise. La véritable horreur n'est pas que ces choses se soient produites dans un passé lointain et inimaginable. La véritable horreur est qu'elles se sont déroulées du vivant de personnes dont les petits-enfants sont encore en vie aujourd'hui. La véritable horreur est la facilité avec laquelle on oublie, on minimise, on détourne le regard face à des preuves qui nous mettent mal à l'aise. Que pensez-vous de cette histoire? Catherine aurait-elle pu faire davantage? Devons-nous juger les figures historiques selon les normes de leur époque ou selon des principes moraux universels? Comment faire face au fait que beaucoup de personnes ont bénéficié de systèmes qu'elles savaient injustes, mais se sentaient impuissantes à changer? Ce sont des questions sans réponse simple, mais ce sont des questions que nous devons continuer à poser. Ces récits sont inconfortables, mais nécessaires. Ce n'est qu'en affrontant ce qui s'est réellement passé que nous pouvons espérer que cela ne se reproduira jamais. Merci d'avoir écouté.